Salut mon coco, salut ma cocotte. Ben, ben. Aujourd'hui, on va parler de guerre. Alors, il s'agit aujourd'hui de parler de la guerre des sexes. Ok ? La guerre des sexes. La guerre des sexes n'est pas nouvelle. On peut certainement remonter dans le temps jusqu'au rivage de la Grèce antique pour en relever les premiers témoignages avérés, au moins en Occident. Quand cette guerre tourne à l'avantage de l'homme, ce qui est malheureusement très souvent le cas, on parle de société patriarcale ou paternaliste. Le berceau officiel de l'Occident, la Grèce antique, était paternaliste et ça n'a pas beaucoup changé depuis le temps. Le christianisme n'a pas beaucoup aidé à l'élimination de cette guerre. L'homme a conservé ses prérogatives de mâle dominant sous Jésus et bien après la crucifixion et la résurrection supposée. Je veux dire, la mythologie a toujours fait la part belle aux héros de Héraclès, à qui j'ai consacré une sublime série d'émissions, à Batman, et cette fascination de l'homme appelé à devenir un surhomme, appelé à la transcendance et à la gloire éternelle, imprègne non seulement nos fantasmes collectifs, mais également nos codes de conduite les plus ancrés. Tu vois ? Le garçon est très tôt attiré par les hauts faits de ses prédécesseurs, et ses prédécesseurs sont nombreux, quelles que soient les disciplines. Et si le garçon ne fuit pas ses responsabilités, alors le gouvernail de la société lui reviendra. Tu vois, c'est Capitaine Flamme, c'est Albator, c'est Mark Zuckerberg, c'est Francis Bouygues, c'est Sigmund Freud, c'est Emmanuel Macron. Le gouvernail de la société lui reviendra. Pendant ce temps-là, la fille est remisée dans les coulisses. La mythologie ancestrale, qui est le fondement de nos codes de conduite, ne lui fait pas la part belle. Et c'est moche, c'est infiniment moche. Je me concentre sur le cas de l'Occident parce que c'est un cas plus familier que les autres. Tu vois, je ne prétends pas connaître aussi bien les autres civilisations du globe et leur myriade de sensibilités culturelles. Il apparaît toutefois, même à distance, que la guerre des sexes à l'avantage de l'homme est une affaire planétaire. T'es d'accord ? L'Occident ne détient pas le monopole du patriarcat, c'est simplement que la médiatisation aujourd'hui des mouvements de révolte, des mouvements féministes en l'occurrence, est plus spectaculaire qu'ailleurs. Depuis, concrètement, depuis l'affaire Weinstein, la rage de la dénonciation occupe un espace médiatique toujours plus grand, ici en Occident. Et c'est une excellente chose. Je veux dire, il faut pouvoir parler à cœur ouvert de ce qui fait mal. De ce qui fait mal depuis l'époque de Socrate, depuis l'époque du miracle grec, où la seule option qu'avait une femme pour se distinguer, pour être considérée, et vivre hors de l'étouffement du mariage, était de se prostituer au plus offrant, de devenir une hétéïre, une escort girl si tu préfères, la douce amie des hommes politiques et des philosophes. Il faut pouvoir parler à cœur ouvert de ce qui fait mal. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la nouvelle et omnipotente sphère médiatique, on ne s'en prive plus. Ça, c'est bon. Se parler vaut toujours mieux que se taire, toujours. Même si l'émotion que génère un tel sujet peut conduire à des dérives, à une étroitesse de vue, à des amalgames. L'émotion brouille la vue parfois, c'est vrai, et ça se comprend, et c'est valable pour tous les sujets, pas seulement celui de la guerre des sexes. Le recul est nécessaire pour tenter d'y voir à peu près clair. Tu vois, je vais te donner un exemple d'amalgame où les médias confondent le sexisme, c'est-à-dire l'attaque à l'encontre du sexe, et l'attachement au symbole. Le journaliste Jean-Michel Apathy, je ne sais pas si tu connais Jean-Michel Apathy, a critiqué la tunique rouge de sa consoeur Audrey Crespo-Mara, chargée de présenter le journal télévisé en 2017, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça, 2017, au moment des attentats terroristes subis par l'Espagne. L'Espagne étant endeuillée,
Jean-Michel Apathy a cru bon de rappeler que les vêtements de couleur noire s'imposaient et que le noir étant la couleur symbolique de la mort en Occident, la tunique rouge de sa consoeur à l'antenne n'était pas appropriée. Apathy, par cette remarque, se présente comme un... comment on peut l'appeler? Comme un symboliste. Il est attaché au symbole. La couleur noire est un symbole culturel évident. Alors c'est peut-être débile, mais c'est un fait. Et c'est autre chose que du sexisme, c'est-à-dire l'attaque à l'encontre d'un sexe. Apathy est peut-être sexiste dans sa vie de tous les jours, j'en sais rien, je connais pas le bonhomme. Mais présupposer qu'il l'est parce qu'il critique le port d'un vêtement pour des raisons symbolistes est une erreur. On passe à côté du sujet. Voilà le danger de l'amalgame. Un exemple d'étroitesse de vue. Je vais donner un exemple d'étroitesse de vue, selon moi, selon moi. La marque Gillette, tu sais, la marque de rasoir bien connue, Gillette, a lancé une campagne de pub il y a quelque temps pour dénoncer la masculinité toxique. Autrement dit, les mauvais penchants de l'homme. Dans un de ces spots publicitaires, on voit une jeune femme qui passe dans la rue devant deux jeunes hommes en arrêt. L'un des deux jeunes hommes, charmé par l'apparence de la jeune femme, entame un mouvement vers elle, sitôt réprimé par son pote. Son pote, la voix de la morale, Jiminy Cricket, lui demande de refouler son élan, de refouler son désir de rapprochement, qui ne peut se solder que par une agression. C'est la morale du spot publicitaire. Le désir masculin est nécessairement toxique pour la femme qui le réceptionne. Et la rue exacerbe l'agressivité de ce désir, plus encore que le bar, plus encore que le pub, plus encore que la boîte de nuit. Tu vois, les intentions d'un homme, en plein jour, restent noires, comme la couleur du deuil chez Jean-Michel Apathy. Voilà l'étroitesse de vue, quand on sait que le problème n'est pas tant l'énergie érotique de l'homme, mais la façon dont cette énergie se répand, la façon dont certains hommes abordent les femmes. Ça n'a rien à voir avec le lieu, ça n'a rien à voir avec la rue ou la chambre d'hôtel à 4 heures du mat. C'est une question de savoir-faire. Dans la pub Gillette, Jiminy Cricket étouffe le désir de rapprochement plutôt que d'encourager son pote à devenir séduisant, à devenir empathique. Tu vois, les médias cultivent la frustration, l'amertume, la froideur, parce que ça se vend bien. On aime l'argent facile, c'est bon ça. Faire preuve de discernement, apporter de la nuance, c'est trop compliqué. Dérivons le plus loin possible de la réalité et de ses subtilités. On ne vend pas du scandale avec des subtilités. La dénonciation des mauvais penchants de l'homme qui existe, ça n'est pas parce que j'essaie d'apporter de la nuance au débat que je ne vois pas que ces mauvais penchants existent. Cette dénonciation nous amène assez naturellement à nous interroger sur le regard de l'homme, the male gaze, comme disent les anglo-saxons, le regard de l'homme posé sur la femme et vice-versa. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans nos yeux depuis la Grèce antique et auparavant? Tu vois, un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui s'appuient sur les mythologies d'hier et d'à présent pour prouver que le regard de l'homme posé sur la femme est essentiellement dégradant, que c'est un regard qui chosifie la femme, qui lui dénie son humanité la plus élémentaire. Guerre des sexes à l'avantage de l'homme, on l'a déjà dit. Du baiser volé du prince charmant à Jaime Lannister qui culbute sa sœur sur le tombeau de leur fils, nos récits seraient sans équivoque, tu vois. Le sexe de l'homme a des yeux, c'est ça, le sexe de l'homme a des yeux. Malheur à celle qui entre dans son champ de vision. Les intellectuels de la catastrophe qui parlent de culture du viol tiennent la malveillance de l'homme pour acquise. Il ne s'agit pas de dire que ces intellectuels ont tort, il s'agit de dire que leur analyse ne recouvre qu'un seul pan de la réalité.
L'autre pan de la réalité est relatif à l'émerveillement. L'émerveillement que suscite la femme chez l'homme. J'ai déjà parlé de l'émerveillement, tu te souviens? L'émerveillement que suscite la femme chez l'homme, qu'il soit vieux dégueulasse ou poète, camionneur ou couturier homosexuel, adolescent puceau ou Casanova. Une merveille transfigure le quotidien. Et la femme a beau appartenir au quotidien de l'homme, c'est comme s'il ne pouvait jamais s'en remettre. Tu sais, s'en remettre de sa nudité, s'en remettre de sa résilience, s'en remettre de sa solidité. L'émerveillement n'aboutit pas au respect. Non, non. L'émerveillement est inné. Le respect s'apprend. Si certains hommes ne respectent pas les femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. J'ai parlé du savoir-faire tout à l'heure. La séduction, l'empathie, le respect devraient être enseignés aux garçons. Et le Krav Maga aux filles, cours obligatoire. Non, sincèrement, je pense que les cours de self-défense devraient être enseignés à l'école, dès le plus jeune âge. L'école à l'occidentale, mixée avec l'enseignement des moines Shaolin. Les connards y réfléchiraient à 2 fois avant de s'approcher de nos gamins. Les intellectuels de la catastrophe n'intéressent pas les hommes malfaisants. Je veux dire, les intellectuels prêchent à convaincus et leur discours ne donne pas de solutions effectives, pas l'ombre d'une solution effective pour remédier à la guerre des sexes. Les hommes malfaisants se foutent d'Iris Bray, de Victoire Tuaillon, j'en perds ma voix, de Crêpe Georgette ou de moi, tu vois. Ils font leur truc. C'est donc à la jeunesse que nos discours s'adressent, cette jeunesse à la charnière de l'innocence et de l'âge du contrôle, de l'âge adulte. Je préconise un discours stimulant, pas alarmiste, stimulant. L'amour est réel de l'homme pour la femme. Et si on s'intéressait aux récits qui font la part belle à cet amour, tu vois? Tu devrais lire Éloge des femmes mûres de Stephen Vincenzi, si ça n'est pas déjà fait. Je lis des passages de ce livre sur SoundCloud. Tu devrais regarder Don Juan de Marco avec l'ami Johnny Depp, si ça n'est pas déjà fait. Tu devrais regarder Cashback de Sean Ellis, si ça n'est pas déjà fait. Tu devrais lire Baudelaire ou Senghor. Tu verrais combien l'amour est profond, mystique, voire même. D'ailleurs, je vais lire les bijoux de Baudelaire. Ça te donne envie de sortir de toi-même. Et c'est ça l'extase. La sortie de soi-même. La femme provoque l'extase. Et je sais que les féministes, certaines féministes, ne veulent pas de ça. Elles veulent la stricte égalité. Pas l'amour mystique du poète, ni la bave du vieux dégueulasse. Je suis de leur avis. Stricte égalité dans la sphère publique et auprès des enfants. Mais, l'asymétrie des rapports intimes donne du goût aux rapports intimes. Tu vois, c'est le site de rencontre Adopte un mec qui joue sur l'asymétrie des rapports homme-femme en inversant, pour sa campagne de pub, l'histoire de Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige qui vole un baiser au prince charmant. Et c'est sexy. Tu vois. D'ailleurs, leur logo prône l'asymétrie des rapports intimes. Une nana qui fait son shopping de mec et en embarque un dans son caddie. Ça n'a rien d'égalitaire. C'est asymétrique. Et c'est sexy. Les jeux de rôle dans un couple font le sel du couple. Si tu veux, le désir érotique n'est pas démocratique. Tu as entendu parler de 50 nuances de Grey. C'est l'évidence. Le désir ne connaît pas la démocratie. Concrètement, il y a une mauvaise guerre des sexes à l'avantage systématique de l'homme et une bonne guerre des sexes où les rôles tournent, une sorte de tango à 2 voix, tu vois. Essayons de tout prendre en compte et de ne pas tout confondre, de rester zen dans la mesure du possible et d'aller danser. J'ai très envie de te voir danser, Coco Cocotte. Il est temps de fermer sa bouche et d'ouvrir les bras. La très chère était nue, et, connaissant mon cœur,
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont, dans leurs jours heureux, les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur ce monde rayonnant de métal et de pierre, me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et, du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses, et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins. Et son ventre, et ses seins, ces grappes de ma vigne, s'avançaient, plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise et pour la déranger du rocher de cristal où calme et solitaire elle s'était assise. Je croyais voir unies par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.